Les berges culturelles, présentées par le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, est le second rendez-vous de la deuxième saison de la série Montréalais, Montréalaises et insulaires, réalisée dans le cadre de la Semaine du Saint-Laurent. Enregistré devant public et sous une pluie torrentielle le 18 juin 2022, ce parcours déambulatoire au parc René-Lévesque à Lachine est animé par Laurent Vernet avec la participation de Lisette Lemieux, Dominique Chalifou, Geneviève Dupéré et Anouk Bélanger. La prise de son est assurée par Yessine Miliani et la musique, le montage et le mixage par Grégory Fitzgerald du studio Sophronique. Bonjour, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes aujourd'hui au parc René-Lévesque en cette journée grise, pluvieuse et quand même un peu froide pour réfléchir à cette notion de berge culturelle que nous avons mise de l'avant et plus précisément pour réfléchir au rôle que jouent, voire à ceux que peuvent jouer les arts et la culture afin d'inciter les citoyennes, les citoyens comme les touristes à s'approprier le fleuve Saint-Laurent. Donc, vous me permettrez aussi de saluer les personnes qui se joignent à nous a posteriori en écoutant ce balado, peut-être en débutant même sur les rives du fleuve et qui vont ainsi prolonger les réflexions que nous aurons amorcées aujourd'hui. Quand nous avons commencé à discuter de cette conférence expérience avec Audrey Fontaine du CRIEM, j'ai immédiatement pensé à des projets d'aménagement qui ont fait école, qui ont intégré par exemple des œuvres d'art public afin de favoriser l'appropriation de berges. On peut penser au projet Estuaire qui se déploie en France entre Nantes et Saint-Nazaire et qui comprend entre autres 33 œuvres d'art public permanentes, finement intégrées au paysage de la Loire, mais aussi aux différentes communautés qui sont traversées par ce fleuve. De la même manière, on pourrait évoquer les aménagements de la promenade Samuel de Champlain à Québec, qui intègrent entre autres des œuvres de Hélène Rochette et de Pierre Bourgault. Dans les deux cas, ces berges culturelles sont fréquentées par les résidentes et les résidents de ces régions, tout en étant appréciées par les touristes. Ce ne sont que deux exemples parmi plusieurs que nous pourrons éventuellement évoquer lors de nos discussions, d'infrastructures et d'aménagements qui ont été pensés pour et avec la culture, mais aussi pour et avec des fleuves. En se basant sur le cas de Montréal et en envisageant la culture dans le sens le plus large possible, comme les différentes participantes vont bien nous en parler, nous allons nous demander de quelle manière les arts et la culture peuvent et pourraient être le moteur de la découverte ou de la redécouverte du fleuve Saint-Laurent. Nous nous demanderons surtout, je crois, dans quelle mesure les arts et la culture doivent intervenir dans cette découverte. Et donc, si nous nous trouvons au parc René-Lévesque dans l'arrondissement de Lachine, c'est en raison de la présence d'un musée à quelques pas d'ici qui a été fondé en 1948 sur un site patrimonial où l'on a trouvé des artefacts datant de l'activité des premiers peuples et qui comprend des bâtiments remontant au 17e siècle. Depuis, il y a une cinquantaine d'œuvres d'art public qui se trouvent autour du musée dans les parcs riverains de la Chine. Le parc René-Lévesque en comprend lui seul plus de 15, acquises entre autres au fil d'événements artistiques qui ont été organisés dans les années 80 et 90. Comme quoi, l'idée de mettre en valeur le fleuve et les rives de l'île de Montréal c'est pas une idée qui est nouvelle. Cela dit, il y a eu de se pencher sur les conditions actuelles qui pourraient favoriser, de manière durable et critique, cette mise en valeur. Donc, pour réfléchir à ces enjeux, nous avons 4 invités que je vais nommer dans l'ordre dans lequel elles vont intervenir. Donc, Lisette Lemieux, artiste, Dominique Chalifou, muséologue, Geneviève Dupéré, conceptrice et chercheur, et Anouk Bélanger, professeur-chercheur. Et donc, sans plus tarder, nous allons nous diriger vers notre premier arrêt, près de l'Arboretum, où nous allons discuter avec l'artiste Lisette Lemieux de la création d'une œuvre d'art public qui se trouve sur les berges de Montréal. Bonjour Lisette. Bonjour. Pour la présenter rapidement, parce que rapidement, vous avez un long parcours, mais pour le décrire en quelques mots, depuis 1975, vous avez participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives au Québec et à l'étranger. Vous avez également réalisé plusieurs œuvres d'art public, notamment Transcription 92 au Centre Pierre Péladeau à l'UQAM. En 2006, votre œuvre Libère a été offerte par la Ville de Montréal à l'UNESCO à l'occasion de l'événement Montréal, capitale mondiale du livre. Et donc, les personnes qui parcourent les berges du Saint-Laurent à la Chine auront eu le plaisir de croiser l'œuvre Regard sur le fleuve, dont nous allons parler à l'instant. Donc, vous avez réalisé en 1992 cette œuvre intitulée Regard sur le fleuve, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, au parc Stony Point à la Chine. Pourriez-vous d'abord nous décrire l'œuvre et son contexte de réalisation? D'abord, je voudrais le placer dans le contexte historique. C'était une œuvre, il y a eu un concours pour organiser un concours pour installer des œuvres pour souligner le 350e anniversaire de la Fondation de Montréal. Alors, comme je
souhaitait souligner la présence du fleuve. On habite sur une île qui a deux atouts majeurs. On est entouré d'eau et on a une montagne. Et l'œuvre fleuve, elle est située à proximité du fleuve et le mot fleuve est découpé. C'est dans de l'acier intempérique qu'on appelle, là, l'acier cortène. Et le mot fleuve est découpé de sorte que on voit le fleuve à travers l'œuvre. J'appelle ça une œuvre qui traverse le paysage et le paysage traverse l'œuvre. Et comme on habite sur une île et qu'on n'a pas tellement conscience de cette présence d'eau, jusqu'à récemment, ce sont un peu les immigrants qui nous ont fait prendre conscience qu'on habitait une île. Alors, je voulais, primo, souligner cet événement-là en empruntant un panneau réclame, un panneau publicitaire en termes de dimension, mais où on transmet un message autre que mercantile. Et aussi, je voulais créer une œuvre où l'adéquation entre le contenu et le contenant, le signifié et le signifiant se répondent. C'est-à-dire que l'œuvre loge le paysage qu'il cible et l'inverse aussi se produit. Et comme c'est un parc fréquenté par beaucoup de gens, en particulier par les cyclistes, il y a une piste cyclable qui est logée tout près et qui accentue l'aspect cinétique de l'œuvre. Quand on passe derrière, on voit la décomposition de la personne ou du cycliste qui passe derrière. Puis, d'après votre expérience, vos observations, est-ce que cet homme en particulier peut amener les citoyennes à s'approprier le fleuve? Je souhaite, mais je ne suis pas responsable des déplacements et des choix de loisirs des gens. Mais en toute modestie, je pense que c'est une œuvre qui est bien inscrite dans le paysage. Comme on est près du fleuve, donc, au lieu de vendre n'importe quoi, c'est de vendre le fleuve sans l'aspect négatif, là, de dire, bien, on habite une île, et puis, comme si on avait tourné le dos au fleuve. Et c'est un peu comme le Vieux-Montréal. On a appris à fréquenter le Vieux-Montréal à partir de personnes de l'extérieur. Et le port avait une dimension de service. C'était là que venaient les marchandises et qu'ils étaient expédiés aussi. Mais il me semble que c'est, par rapport à mon expérience à moi, je suis arrivée à Montréal en 1966 et c'était l'année du métro. Et après ça, il y a eu l'Expo et il me semble qu'on a commencé à découvrir qu'est-ce qu'il y avait sur notre île et en dehors de notre île. Et les gens ont commencé à voyager aussi. Alors, ce qui a été comme une clé pour découvrir qu'on habitait une parcelle du monde, mais en même temps qu'il y avait du monde tout autour. J'imagine que la réponse est oui. Mais est-ce que l'art public, c'est un moyen à privilégier, selon vous, pour inciter les citoyens à s'approprier le fleuve? Ou est-ce qu'au contraire, on devrait ne pas trop en faire? Je vais répondre qu'il n'y en a jamais trop. Si on sacrifiait une partie des réclames publicitaires, puis on les remplaçait par une bonne portion d'œuvres d'art, je serais comblée. Mais je sais que je rêve. C'est une drôle de coïncidence que vous me posiez cette question-là, c'est qu'actuellement se déroule le Grand Prix, et Dieu sait si c'est un événement, je ne sais pas, dénigrer les gens qui aiment la course sportive, là, avec ces bolides hors dimension, mais en même temps, est-ce qu'on parle des œuvres d'art autant qu'on parle du Grand Prix? Ça, je reste sur ma frustration. Je pense que je vais le rester longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité d'intervenir et de revendiquer aussi. Puis est-ce qu'on devrait faire aussi de l'art public temporaire ou est-ce que la permanence est quelque chose d'important dans un geste de réappropriation des berges? Vous posez une question qui touche à la pérennité des œuvres. Maintenant, il y a des courants qui font qu'on, en tenant compte des conditions environnementales, climatiques et tout, on dit on ne devrait plus utiliser des matériaux, on devrait faire des choses qui demeurent, qui ne polluent pas.
Mais moi, je n'ai pas de réponse à cette question-là, mais moi, je travaille beaucoup la matière et je ne vois pas comment je pourrais trouver un canal. J'essaie peut-être de trouver des canaux pour exprimer ces choses-là, mais je pense que les deux ont des mots à dire par rapport à l'expression. Et la nouvelle génération, qui est différente de la mienne, va trouver d'autres façons particulières de traduire ça. Mais l'art aura toujours sa place et j'ai envie d'amener une comparaison par rapport au voyage dont je parlais tout à l'heure. Quand on voyage, ce ne sont pas les systèmes politiques qu'on va voir, c'est les œuvres d'art. On entre dans les cathédrales, on visite les musées et c'est les traces les plus prégnantes des cultures. Et évidemment, je suis biaisée quand j'emmène cet argument-là, mais je me dis, on a droit au chapitre autant que d'autres événements dont on parle pas assez, à mon avis. J'allais vous lancer, puis peut-être que vous ne voudriez pas répondre aujourd'hui, je ne sais pas. Sur le mot fleuve, justement, qui est écrit en français dans le paysage montréalais, est-ce que voulez-vous en parler? Bien, puisque vous tendez la perche, je ne gâterai pas la chance. Comme l'œuvre est située sur le bord du lac Saint-Louis, où se loge la ville de Lachine, il y a eu une polémique au début. Il y a une communauté anglophone importante à la Chine et à un moment donné, il y a eu des articles dans les journaux qui dénonçaient le fait que ce ne soit pas écrit en anglais, que ce ne soit pas « river ». Bon, c'est une polémique qui est toujours pas terminée, là. Mais bref, on avait cet argument-là. Puis un autre argument, à mon avis, qui n'est pas défendable, c'est que c'était dangereux parce que des enfants grimpaient dans les percées, là. Alors, à ce compte-là, la ville est pleine d'endroits dangereux. Alors, si on ne veut pas s'exposer à aucun danger, on est mieux de rester à la maison puis s'ennuyer à mort. En fait, je pense que votre œuvre, on va poursuivre la discussion avec Dominique dans quelques instants, mais je pense que votre œuvre, elle est extrêmement réussie parce qu'elle parle du fleuve. Le fleuve ne fait pas juste que la traverser, mais elle le pointe, elle la met en valeur. Puis c'est peut-être ça une des clés si on veut faire de l'art public un des moteurs de réappropriation du fleuve, bien, ça serait de sélectionner des œuvres qui en parlent ou qui le mettent en valeur. Et je fais un autre lien. Oui? J'avais une question. Vas-y. En fait, est-ce que le lieu comme tel, vous l'avez choisi particulièrement à l'embouchure du lac Saint-Louis, où le corridor Saint-Laurent devient un peu plus étroit? Est-ce qu'il y avait un sens in situ à votre œuvre également? Pour ce qui est de l'emplacement, c'est le comité de la ville qui s'occupait de ça. Mais j'étais très heureuse que ce soit là. J'ai pas eu à protester, à revendiquer d'autres emplacements. Mais peut-être Dominique pourrait vous éclairer davantage là-dessus. Mais la seule chose que je connais, là, c'est que le concours a été fait. Il y a eu une sélection d'œuvres. Et puis, les œuvres ont d'abord été exposées dans le Vieux-Montréal avant d'être placées de façon permanente dans leur lieu, pour toujours. Évidemment, le Vieux-Montréal n'était pas adéquat, mais c'était à cause de l'événement historique. Donc, on les a placés là, regroupés. Là. Les œuvres, ça nous aide les unes les autres, mais on voulait probablement attirer des gens pour les voir. Mais heureusement qu'il y avait d'autres emplacements prévus pour les installer de façon permanente. Le détail, c'est que la personne qui a organisé les 3 symposiums qui ont eu lieu à la Chine, le promoteur qui a initié ces événements-là, était aussi l'initiateur du Salon international de sculpture extérieure. Ah oui. Ces deux événements-là qui ont eu lieu dans le Vieux-Montréal, la Chine était partenaire et on a acquis un certain nombre des œuvres qui ont été réalisées dans ce cadre-là. Il y a la vôtre, il y a celle de Rosemary Goulet, enfin, il y en a quelques-unes qui sont installées soit dans le parc René-Lévesque, soit dans le parc. Donc, c'est un peu prévu, là. Je pense qu'il y avait une réflexion pour ajouter des œuvres à la collection du musée. Mais c'est une excellente question parce qu'en fait, dans les concours d'art public, la dimension in situ ou site spécifique est toujours un élément important de la commande. La question de la permanence des œuvres dans un lieu,
Il faut mettre une nuance là-dedans parce qu'il y a des œuvres qui ont été déplacées, notamment celle de Hommage à Malevich qui se trouve sur le site du musée, celle de Jean-Pierre, son nom, Morin. Morin, oui, exactement, qui était à l'entrée de la ville. La permanence des sites, là. Il y a des œuvres qui ont été recréées sur le même site. Alors, la pérennité, la localisation, c'est pas super bien aussi. Pardon? L'accessibilité aussi, parce que, je sais pas, il y a des sculptures qui sont sur les ports, là, et on ne peut pas y accéder. Oui, celle de Marcel Barbeau, oui, exactement. Voilà. Mais ça va peut-être changer là, dans les prochains temps. J'apprécie que Dominique ait précisé le contexte, la responsabilité de comité ou de groupe, puis incluant le musée de la Chine. Donc, ça situe, ça donne l'ancrage encore plus profond pour eux. Et puis, je pense qu'il y avait un thème, hein? Il n'y avait pas un thème de voyage, ou en tout cas, nous, on avait pensé oui, il y à avait ça du côté de la Chine. Il y avait une référence à l'au-delà, l'au-delà, non pas le ciel, mais L'ailleurs. au départ, l'ailleurs, oui. Au déplacement. J'ai juste oublié un élément que vous avez dit tout à l'heure, qu'on avait pris l'habitude de tourner le dos au fleuve. Ce que je trouve intéressant par rapport à les endroits où sont placées certaines œuvres d'art public, c'est qu'en plus de pouvoir contempler l'œuvre, ça fait qu'on se tourne face au fleuve, puis on voit le fleuve aussi, puis il y a cette double invitation en double regard qui est importante aussi, puis à laquelle votre œuvre a participé. Et dans le cas du fleuve, on peut le lire de l'intérieur de l'île et de l'extérieur, mais ça devient une autre lecture. Quand on regarde les jambes qui font partie de l'œuvre de David Moore, elles sont orientées comme si quelqu'un débarquait. C'est ça. D'un canot, quelque chose comme ça. Il y en a une autre qui est aussi dans cette même orientation, celle de Dominique Valade, dans un autre parc de la Chine. Alors, pivoter, bouger, regarder l'horizon, regarder les rives, c'est intéressant, toutes ces dimensions. Merci de révéler les couches de sens qui peuvent nous échapper aujourd'hui parce que notre regard est peut-être plus furtif parce qu'il fait plus froid. On ne prendra pas nécessairement le temps de le voir, mais merci Lisette pour cette poésie. Merci à vous. Je propose qu'on se déplace en fait près de l'œuvre Signal pour Takis de Pierre Leblanc, puisqu'après avoir parlé avec une créatrice qui a fait une œuvre d'art public qui est en lien avec le fleuve, on va parler avec une muséologue qui a participé à la mise en valeur du corpus d'art public qu'on trouve ici, Dominique Chalifou. Je vais te présenter en quelques mots, si tu permets, Dominique. Donc, muséologue, commissaire indépendante, spécialiste en art public. Tu as été conservatrice au Musée de la Chine, où tu as coordonné un programme d'exposition temporaire où se croisaient de manière dynamique archéologie, histoire et beaux-arts. Et pour la cinquantaine de sculptures de grand format qui sont installées dans les parcs riverains du fleuve et du lac Saint-Louis, tu as réalisé des outils d'interprétation adaptés. Et à titre de commissaire, tu as conçu des expositions ouvrant des perspectives inattendues sur les enjeux complexes de la conservation et de la restauration. Et les questions entourant l'accueil des œuvres, que ce soit dans les espaces citoyens ou dans des espaces dédiés aux arts, les musées et les galeries, te passionnent toujours. Bonjour Dominique. Bonjour. Tu as travaillé pendant plusieurs années au Musée de la Chine comme conservatrice, je le disais. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de l'histoire de ce site patrimonial et du lien qu'il a avec le fleuve? Le lien, c'est fondamental. Le fleuve est juste en face du musée. C'est un site classé par le gouvernement canadien et le gouvernement québécois. Si le musée existe, c'est d'abord parce que les bâtiments qui ont été construits vers 1669 par Charles Lemoine, Jacques Lebert, des commerçants importants, ils ont fait construire ces bâtiments-là pour que les canaux puissent partir de cet endroit-là et éviter l'obstacle des rapides de la Chine qui sont un peu plus loin, à l'est. Alors maintenant, on ne distingue plus l'endroit d'où partaient les canaux, une rive où on pourrait aborder parce que les berges sont assez transformées. Il y a eu des remblaiements, toutes sortes de choses. Mais là, 250 ans, les bâtiments étaient toujours là. On connaissait leur importance historique. Puis le maire, à l'époque, Anatole Carignan, caressait le rêve d'en faire soit son habitation personnelle, soit un musée. Ça, c'était plus généreux un peu. Et ça a été fait. La maison a été mise en vente en 1947. La ville de la Chine l'a achetée. Ils ont aménagé un musée. Ça a été ouvert en 1948.
Et puis, c'est un musée à ce moment-là d'histoire régionale et d'histoire naturelle. Puis, dans les années 50, le lien est encore plus fort. Il y a eu l'installation d'une pisciculture. L'Office de biologie du Québec a mis un bâtiment qui était un laboratoire. En fait, il y avait des bassins pour l'élevage des poissons. Il y avait des aquariums à l'extérieur, des projections de films. Alors, c'était vraiment dynamique comme endroit. Et donc, c'est ça. Si le musée existe, c'est à cause de l'importance du fleuve comme voie de pénétration sur le territoire. Puis c'est de là qui partaient les coureurs des bois et les voyageurs embauchés par ces commerçants-là pour la traite des fourrures, puis aller à la rencontre des premiers peuples. Et le site est classé aussi parce que, évidemment, les Autochtones fréquentaient ce lieu-là aussi pour les mêmes raisons probablement que les Européens qui sont arrivés ici pour coloniser. Puis, après une brève période l'Office de biologie a délaissé le site. La pisciculture a fermé. Il y a eu comme une petite période de flottement. Puis un autre maire vraiment dédié à la culture, c'était une des rares villes où la moitié du budget allait pour les sports et la culture. C'était vraiment bien réparti. Lui était vraiment convaincu de mettre l'art dans la ville. Ils ont donc fait la réfection des bâtiments pour leur donner leur allure de l'époque de la Nouvelle-France. Et puis, ils ont fait le premier symposium sur le site pour avoir des œuvres qui vont éventuellement être installées dans différents parcs riverains. Alors, voilà. Et puis, ben, tu as accueilli beaucoup de groupes scolaires, beaucoup de visiteurs au musée. Ben, pas toi personnellement, mais vous avez accueilli Oui, au musée absolument. beaucoup de groupes scolaires, des visiteurs. Est-ce que et puis, tu sais, la ville récemment a construit aussi le quai 5160 plus loin à Verdun, aussi en bordure du fleuve. Est-ce que tu as l'impression, d'après tes observations, que en installant ces institutions-là en bordure du fleuve, que ça incite les gens à se le réapproprier ou à jeter un regard qui est peut-être différent sur lui? Ça amène des clientèles différentes. C'est sûr que le fleuve, découvrir le fleuve, personnellement, c'est vraiment pouvoir avoir accès aux berges, avoir accès à l'eau. Je pense que la plage à Verdun, c'est vraiment super. À la Chine, il y a toute une tradition, une longue tradition de fréquentation du fleuve avec les navettes, les clubs d'aviron, les clubs de canot, les quais qui étaient aménagés. Ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Les institutions culturelles, elles vont répondre à une autre clientèle qui veut pas nécessairement être dans l'eau, mais venir à proximité. Oui, ça peut être un incitatif à découvrir le fleuve, mais c'est limité si la programmation à l'intérieur de ces institutions-là est pas dédiée à la connaissance du fleuve. De la même manière, il y a les institutions culturelles, mais il y a aussi des gestes plus ponctuels comme les œuvres d'art public. Qu'est-ce que tu en penses du potentiel de l'art public pour faire découvrir le fleuve? Je pense qu'il faut considérer le contexte. La nature se suffit à elle-même. Les berges peuvent être intéressantes d'emblée. Si on ajoute des œuvres, il y a quand même une masse critique, un équilibre qu'on doit respecter. Ici, le parc est énorme, donc les œuvres sont vraiment grandes, volumineuses, elles prennent de l'espace. Dans les parcs riverains, elles sont contextualisées aussi. Elles offrent des expériences plus intimes. Je pense que c'est un plus, ce sont des points de repère. Puis dans la mesure où les œuvres font référence soit au fleuve, soit à ce qui permet, à sa faune, à l'expérience que ça permet, les eaux, la navigation, etc., je pense que là, c'est plus pertinent. Puis je pense qu'il n'y a pas de recette. Il faut vraiment s'attarder au site, chacun des sites, qu'est-ce qu'il apporte. Parce que si on parle des environs de Montréal, il y a, même sur cette île-là qui est grande, il y a toutes sortes de berges, des plus naturelles, des plus aménagées, des perspectives qui sont ouvertes vraiment comme ici, puis d'autres qui le sont beaucoup moins, comme près du pont Jean-Cartier, pour dire... Voilà. En donner un exemple. Oui. Puis la grande question dont on a déjà parlé ensemble, mais je pense qui est très importante dans ta réflexion puis dans l'ensemble des questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pour qui est-ce qu'on fait tous ces gestes d'aménagement d'infrastructure-là? Est-ce que c'est pour les citoyens ou est-ce que c'est les citoyens et les citoyennes ou est-ce que c'est pour un public touristique ou est-ce qu'il faut conjuguer ces différents publics-là et est-ce que c'est possible?
pense que c'est possible. Je pense que, mais il faut assurément répondre aux citoyens qui vivent à proximité, ça c'est sûr. Ces citoyens-là vont fréquenter les parcs de façon soutenue à travers toutes les saisons, etc. La question des touristes, puis de toute façon, je pense que les touristes, comme les citoyens, ils ont toutes sortes d'intérêts. Il y en a qui vont s'intéresser à la culture, il y en a d'autres qui vont s'intéresser à vraiment faire du canot, etc. Donc, ils ont une autre approche, il y a une autre façon de vivre. Si on installe des sculptures et tout ça pour répondre au public, ben il faut répondre aussi à ceux qui sont moins familiers avec les œuvres d'art, puis prévoir des outils de médiation, prévoir une façon qu'ils puissent obtenir de l'information sur les œuvres. Ben, c'est le défi de... Non, mais c'est la question que tu avais amenée dans nos discussions, puis je la trouve super importante, en fait. Est-ce qu'on s'adresse aux Montréalaises, aux Montréalais en priorité, ou est-ce qu'on se tourne exclusivement vers le public touristique? Puis le défi de la rencontre des deux, quand même... Ben, il y a toujours différents publics, parce qu'au musée, on avait des publics scolaires, des publics avec des situations particulières. Il y a toutes sortes des questions d'âge, des questions... Il y a toutes sortes de publics, même à l'intérieur de la grande région de Montréal. Je pense que quand on fait les aménagements, il y a une autre chose qui m'est apparue dans la réflexion cette semaine, c'est de me dire, ben, oui, on peut voir grand, on peut faire beaucoup, penser à créer un lieu touristique d'importance, mais en même temps, il faut voir c'est quoi les moyens qu'on a. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'installer des œuvres, il faut aussi les entretenir. Bon, là, je parle des œuvres parce qu'on est dans le parc René-Lévesque. Il faut que ces œuvres-là soient pérennes, puis c'est pas juste la résistance des matériaux que l'artiste a utilisés, mais c'est aussi l'envahissement de la végétation qu'il faut contrôler. C'est toutes sortes de choses qui peuvent arriver, des graffitis, etc. Donc, il faut penser à long terme. C'est pas juste, oui, ça nous tente, on installe ça, c'est beau. Faut penser que ça vive et que ça vive bien et que la cohabitation de toutes les activités, parce qu'il y a un autre parc qui va être installé ici, qui va remplacer la marina, où on pense à faire d'avoir des prêts d'embarcation pour le canot, kayak, etc., pour le public, d'avoir une plage. On peut aussi ajouter une œuvre d'art, ça a été évoqué, mais il faut que tout ça puisse vivre sans que l'achalandage ne fasse pas qu'on perde l'expérience de cette ouverture-là sur l'environnement, sur l'horizon. Exact, parce qu'il faut que les usages soient complémentaires et qu'il n'y ait pas de conflit d'usage. Oui. Puis ici, est-ce que Que ce soit c'est... harmonieux. Est-ce qu'ici, il y a des conflits d'usage ou est-ce que... Ben, dans certains cas, oui. Parce que il y a une œuvre qui est installée à l'entrée, qui est carrément envahie par les gens. Ils vont s'asseoir dans l'œuvre, ce qui fait que, bon, l'œuvre va résister, mais moi, si j'arrive pour voir l'œuvre, l'apprécier, puis qu'il y a des gens installés dans l'œuvre, comme j'ai déjà vu des habits de plongée qui étaient, ou de surf, des gens qui font du surf, déposés sur les lettres que forme l'œuvre de Rosemary Goulet dans un autre parc. Des bicyclettes attachées après le banc de l'œuvre de Linda Kovic. Oui, il y a des moments où c'est pas souhaitable, que la cohabitation est difficile, mais je pense que de manière générale, ça se passe quand même de façon fluide. Et puis, le fait d'avoir un sentier dédié au vélo, puis un autre sentier dédié aux marcheurs, ça fait que tu peux y aller à ton rythme, rapide, plus lent, venir observer les œuvres. Dernière chose que je voudrais dire, c'est d'inviter les gens à venir dans l'œuvre, de pas juste rester sur le sentier, parce qu'il y a des œuvres qu'il faut vraiment explorer, expérimenter de l'intérieur. Il faut s'approprier physiquement. Est-ce que vous avez... Oui. Que c'est pas finalement une double sensibilisation à la question de l'environnement à travers le fleuve, et en même temps un mélange avec les sensibilisations à l'œuvre d'art contemporain aussi. Parce qu'en fait, ça peut être un levier pour une sensibilisation aux questions environnementales qu'on a actuellement. Oui. Sans donner pour mission aux artistes de défendre les enjeux environnementaux, il y a quand même c'est quand même un aspect intéressant. Puis dans mon délire, ma dérive encore une fois, cette semaine, je pensais qu'on aurait pu, qu'il n'y a pas de musée du fleuve comme une entité vivante. Ça existe, en tout cas moi je n'en connais pas. C'est des musées qui parlent de façon d'une partie du fleuve, soit de sa faune en particulier, soit de la voie navigable, ceci, cela. Mais un musée qui parlerait de comment on a domestiqué les rives, les affluents, la faune, le débit. Moi, quand je suis allée dans une navette, à un moment donné, j'ai vu à côté du pilier du pont la vélocité, les eaux, comment ça bouge, c'est impressionnant. Là, je me suis dit, un rêve de fou. Il aurait dû garder le centre du pont Champlain, avoir un système de navette qu'on puisse monter à l'intérieur. Le musée du fleuve, dans le fleuve, puis on aurait pu regarder ça d'en haut, redescendre. En tout cas, j'étais en train de... Et inviter des artistes. Maryse qui travaille avec les Belugas, Pierre Bourgault.
la plongeuse qui fait de la photographie sous-marine. En tout cas, il y a beaucoup, on peut faire encore beaucoup. Avec cet amalgame d'artistes et de scientifiques et de C'est spécialistes. un beau délire, je trouve. Moi, je veux ce délire. Moi aussi, je vais. Il y a une deuxième proposition de musée qui viendra peut-être plus loin en fin de parcours. Je ne sais pas s'il y en a une de vous deux. J'ai entendu des thèmes qui pourraient peut-être vous interpeller. Je ne sais pas si... Ben, j'allais juste dans la. J'entends souvent chez les kayakistes, on parle beaucoup des surfeurs qui débarquent, qui ont une attitude, en anglais on dit de gangster sportsman, parce qu'ils sont pas comme les kayakistes, un respect des autres, puis un respect des berges, puis un accueil bienveillant. Puis il faut comme les amener à faire attention, par exemple, aux œuvres d'art public. J'aime beaucoup cette expression-là de gangster sportsman qui ne respecte pas l'art public. Mais les kayakistes sont au travail. C'est bon, ça. Et donc, on va poursuivre avec Geneviève. Si vous n'avez pas d'autres questions et si vous n'êtes pas trop transi, on va se rapprocher du fleuve. Alors, bonjour Geneviève. Je vais te présenter en quelques mots, si tu permets. Ton travail est à la confluence des disciplines des arts, des enjeux maritimes et des cultures. Et au cours des 20 dernières années, tu as travaillé sur des projets oscillant entre théâtre de rue, cirque, opéra, événements et Saint-Laurent. Tu as entre autres réalisé pour la compagnie Finzi Pascal la direction artistique, la direction du contenu artistique maritime et historique du spectacle à vue d'eau, événement phare du 375e anniversaire de Montréal. Et tu travailles en ce moment sur un projet qui t'anime depuis plusieurs années, qui va t'animer encore pendant plusieurs années, qui s'appelle Écosystème du fleuve à la Seine, qui va s'amorcer très bientôt. Tu as participé à la conception du projet à vue d'eau qui a été présenté dans le Vieux-Port de Montréal en 2017. Qu'est-ce que tu as appris dans ce contexte sur le fleuve Saint-Laurent, sur notre rapport collectif à celui-ci? Ça, c'est une très grosse question. En fait, pour faire l'histoire courte, je travaillais pour la compagnie Finzi Pascal depuis une quinzaine d'années. Donc, je vivais pratiquement à l'extérieur 11 mois par année. Et mon point de refuge a toujours été le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent de ma mère. Le Saint-Laurent a toujours fait partie vraiment de la famille. Mais en fait, c'est que quand est arrivé le projet signature du 375e anniversaire de Montréal, j'étais montréalaise, donc dans la cellule de création. Et en tournée, j'ai commencé à étudier l'histoire maritime, particulièrement du tronçon fluvial du Saint-Laurent. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la voie maritime, qui est une des voies les plus périlleuses au monde, l'impact de l'hivernité sur le Saint-Laurent, les glaces, comment toute l'histoire maritime, au gré des saisons, depuis la fonte des glaciers, a rythmé notre quotidien jusqu'à aujourd'hui. Et de l'avoir étudié pendant comme 3 ans, ça m'a amené à plonger dans cet univers-là. Il est arrivé des millions d'anecdotes. J'ai rencontré des personnes extraordinaires dont les histoires se sont chevauchées, qui se sont retrouvées dans le récit. Bref, il s'est créé un espèce de microcosme autour du projet lui-même qui m'a amené à voir le Saint-Laurent d'une perspective encore plus grande qu'une perspective historique, puis à m'interroger, entre autres, sur le Saint-Laurent d'aujourd'hui. Donc, en fait, je cherchais pas du tout à faire une chronologie de cette histoire maritime-là, mais à essayer de rechercher ce qui allait avoir des échos encore aujourd'hui. Le premier qui a survolé Saint-Laurent du Haut-Désert en 1856 à bord d'une montgolfière, aller chercher les cubes de glace qu'on découpait à même le Saint-Laurent pour la réfrigération. Ce sont des éléments de notre maritimité qui, en les ramenant, nous fait prendre conscience de l'ampleur de cet écosystème-là. Puis tu me parlais dans les derniers jours du rapport émotif qu'on a collectivement au fleuve. Absolument, parce que c'est comme ça, justement, que tout le monde, pendant 3 ans, de 2015 à 2017, j'ai été envahie d'histoires, de liens émotifs, de liens affectifs qui guidaient, entre autres, les recherches. Et de voir cette frénésie-là, ça m'a amené vraiment à me questionner, mais si les gens en parlent avec cette telle énergie, c'est quoi le Saint-Laurent aujourd'hui, même au temps présent dans notre vie? Et c'est sûr que de passer à un projet qui se déroule en temps réel,
on se base plus sur les écrits. Alors là, il faut vraiment partir sur le corridor Saint-Laurent. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant 4 années du fleuve au Golfe pour amorcer le projet Écosystème du fleuve à la Seine. Ben, j'allais dire, veux-tu nous en parler? L'écosystème, qu'est-ce que c'est en fait? Bien, Écosystème, en fait, c'est qu'en 2017, quand on a ouvert à vue d'eau, j'ai décidé que j'allais quitter ma carrière réellement. J'allais initier un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM. J'allais l'orienter en recherche-création maritime. J'allais devenir chercheur au Centre de recherche d'innovation et de transfert en art du cirque qu'on appelle le CRITAC, qui est un CCTD affilié à l'École nationale de cirque. Et pour imaginer un projet qui allait raconter la complexité de cet écosystème-là dont on fait partie. Fait que je suis partie 4 ans sous Saint-Laurent, à rencontrer plus de 300 collaborateurs qui sont vraiment des secteurs, soit des sciences, de la pêche et de l'industrie maritime et portuaire. C'est-à-dire que j'ai pas du tout touché au tourisme, à la pêche de loisirs, etc. Je me suis concentrée sur ces 3 secteurs et d'aller rencontrer les acteurs maritimes ou les acteurs qui œuvrent sur le Saint-Laurent d'aujourd'hui. Ça m'a amené toute une perspective à travers leur connaissance de la complexité du Saint-Laurent dans toute sa diversité, là, parce que effectivement, du tronçon fluvial jusqu'au Golfe, la diversité de ce Saint-Laurent-là et de son rythme est assez impressionnante. Puis dans les prochains jours, on va assister à la première phase de création du projet Écosystème avec le dispositif que tu as imaginé. Bien, c'est un projet qui est acrobatique maritime parce que c'est ça. Moi, j'arrive vraiment d'un bagage en art du cirque. Donc, j'ai imaginé une espèce de navire acrobatique maritime qui est actuellement en construction dans un chantier naval au port de Québec. Et cet appareil-là, en fait, Lisette, ça m'a beaucoup inspiré ce que vous racontez parce que c'est une immense sphère à travers laquelle l'idée n'est pas de regarder un spectacle de cirque, mais de regarder le Saint-Laurent. C'est réellement imaginé pour mettre en valeur la dynamique du Saint-Laurent. Quand on est sur l'eau, on s'adapte en permanence à l'eau et non le contraire, ce qui fait en sorte que en jouant l'acrobatie et le Saint-Laurent avec les haubans, les mousquetons, les harnais, les poulies, les roues, j'en viens à essayer de mettre en scène la complexité de ce qui nous relie au Saint-Laurent aujourd'hui. Le spectacle sera jamais pareil parce que c'est sûr qu'en travaillant à cette île ou en travaillant à Montréal, on a réellement des approches complètement différentes. C'est un appareil qui est fait pour être accroché à une grue directement sur les quais, les ports, les berges du Saint-Laurent, de sorte que c'est l'énergie de cet écosystème-là qui va guider le processus. Donc, à chaque fois, vous allez créer un nouveau spectacle ou recréer le spectacle avec des partenaires locaux? Bien, la prochaine phase, en fait, ça va être dans les 2 prochaines années. C'est 2 années de résidence de travail où, si vous voulez, les scientifiques, océanographes ou en sciences des eaux douces, les pêcheurs, les gens de l'industrie deviennent, si on veut, en jargon art de la scène, des chorégraphes. C'est-à-dire que c'est eux qui nous dirigent. Non, le casier de crabe des neiges, on l'accroche de telle façon et on le manœuvre de cette... Alors, on va travailler pour mettre en scène un contenu qui intègre les savoir-faire des gens qui ont collaboré depuis 4 années. Et par la suite, en arrimant tous ces fragments-là, ça donnera effectivement un spectacle qui verra le jour là, dans les 2 prochaines années, là, certainement. Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines à Pointe-aux-Trembles? Oui, bien, en fait, l'appareil devrait être terminé. On termine sa construction fin juin et on l'accroche pour la toute première fois sur les berges à Pointe-aux-Trembles le 22 juillet au Parc du Fort. Et tout le monde est bienvenu. C'est vraiment une première mise à l'eau. C'est un essai technique. Ça va être d'une durée une 20aine de minutes, mais ça va donner suite à toute une conférence avec 6 ou 7 personnes des secteurs des sciences, ingénierie, architecture navale pour mettre en valeur toutes les connaissances qui ont été mises à profit pour la réalisation du projet. Puis tu veux aussi te rendre très loin. Est-ce que tu t'arrêtes à l'estuaire du fleuve ou tu veux... Bien, en fait, c'est parce que ça a fait un peu comme à vue d'eau. Hein? Moi, Écosystème a déclenché une marée de questionnements. Alors, dans les prochaines décennies, l'idée, ça va être d'agrandir le terrain de jeu, de me rendre jusqu'au Grand Lac, jusqu'à l'Arctique, jusqu'au Maine. Parce que ce que je cherche à comprendre, c'est la dynamique d'une perspective d'ensemble du système Saint-Laurent dont on est absolument interdépendant.
Et de faire cette approche-là par les arts rend possible de ne pas chercher à expliquer la complexité du Saint-Laurent, mais à la mettre en valeur. Donc, c'est un peu l'idée derrière. Parce que c'est exactement ce que je me demandais, parce que là, tu nous expliques que tu travailles avec des scientifiques, avec des gens du monde de la pêche, etc. Qu'est-ce que les arts apportent à ces gens-là en retour? En fait, ce sont souvent eux qui comprennent le projet le plus rapidement parce que la mise en valeur, eux, ils vivent au quotidien sur le Saint-Laurent et les gens qui les entourent, souvent, n'ont pas la compréhension des réalités multiples qu'ils vivent au quotidien. Et ce projet-là, c'est ça qui vient mettre en valeur, en plus de leur connaissance à eux, qui est souvent complètement dans l'ombre de notre société qui, justement, a un peu tourné le dos au fleuve dans son histoire. Donc, ils voient tout de suite la connexion, puis également l'idée de travailler d'une perspective d'ensemble sur le système Saint-Laurent au grand complet leur parle énormément parce qu'il y a beaucoup de pilotes, de navigateurs, de mécaniciens qui circulent sur l'ensemble de la voie maritime du Saint-Laurent. Fait que ça vient aussi les chercher qu'on en parle d'une perspective d'ensemble. Donc, l'accueil a été absolument extraordinaire là, chez les acteurs du Saint-Laurent. C'est très enthousiasmant. Chacune des interventions est intéressante, mais là, la troisième, il y a encore plus de liens à faire, mais j'aime beaucoup ça, parce que je suis en train de travailler dans ma tête avec la notion d'acrobatie, parce qu'il y a une acrobatie de mobilisation des savoirs dans ton projet. C'est incroyable comment ça agit. C'est pas pour enlever du tout au point de vue esthétique ou la participation, mais ça agit comme un vulgarisateur puissant pour des expériences, des connaissances du fleuve. Ça c'est vraiment fascinant. Oui. Il y a toute la partie acrobatie que j'ai vraiment hâte de voir, parce que là, je m'imagine à peine ce que tu nommais. Là, je me faisais des images, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi en lien avec chacun des endroits. J'espère qu'il y aura des captations peut-être visuelles pour voir qu'est-ce que ça donne ici par rapport à qu'est-ce que ça donne le bas du fleuve, où il y a des paniers de pêche à crabe. Il n'y en a pas beaucoup par ici. Puis qu'est-ce que ça donne d'un endroit à l'autre? Parce que ça aussi, ça parle du fleuve dans ses différentes... dans les différents lieux du fleuve. Oui, vraiment. Puis en fait, l'acrobatie et le maritime, je dis souvent que ça appelle deux choses, là, la bienveillance et la vigilance. Parce que on pense acrobatie, on pense performance, mais il y a une grande part de vulnérabilité, d'adaptation, d'être là l'un pour l'autre, de veiller, de fragilité. Et c'est ça que je viens chercher au niveau métaphorique, beaucoup plus que la performance elle-même. Sur l'eau, il faut absolument être bienveillant et vigilant parce qu'on n'y arrive pas. Fait que dans le fond, la métaphore, je la joue à ce niveau-là encore. Et c'est cette métaphore-là qui vient mobiliser les connaissances, en quelque sorte. Je trouve ça intéressant parce que je m'intéresse beaucoup aux personnes qui chevauchent le fleuve, tu sais, par exemple, tous les sports d'eau vive, par exemple, où il y a exactement ça, c'est que ça t'amène inévitablement à être connaissant et vigilant et respectueux du fleuve. Puis ça, c'est un rapport qu'on n'a pas nécessairement, à moins d'avoir côtoyé les berges ou sauté sur l'eau carrément, là. Ouais. C'est vrai que ça apporte quelque chose au rapport qu'on peut avoir avec... je pense que c'est dans la série documentaire Québec qui dit que le fleuve, je ne me rappelle plus quelle communauté autochtone qui l'appelait le chemin qui marche. Parce que c'est quelque chose qui bouge, en fait. Si on le regarde, nous, en étant dans un lieu fixe, comme si ça bougeait pas parce qu'il est toujours là, mais ça bouge énormément. Puis à moins d'être dessus ou dedans, on n'a pas ce rapport-là, la force, puis l'imprévisibilité du fleuve, puis toutes les manières dont ça vient sculpter, mais aussi travailler le sol sur lequel nous, on habite. Là, ça, c'est vraiment intéressant de voir comment ça travaille de ces manières-là. Oui, puis l'eau du fleuve d'ici, c'est celle après qu'on retrouve sur la couche de surface dans le golfe. Donc, toute la mouvance, c'est assez extraordinaire, là. Le lac Saint-Pierre à Trois-Rivières, chaque tronçon a son caractère absolument inédit. Puis, dans le regard d'ensemble, ça crée quelque chose complètement de vertigineux. Fait que c'est aussi cette métaphore-là par rapport à l'acrobatie, disons, que je vais chercher à mettre en forme. Mais
j'ai hâte aussi là, de voir les premiers résultats en juillet, mais ouais, c'est certain que c'est ma passion, là, le Saint-Laurent. Fait que... Mais aussi, c'est que pendant 4 ans, j'enregistrais moi-même. Parce que c'est sûr que si on va avec quelqu'un d'autre sur un navire, toute la dynamique change. Fait que j'ai enregistré, puis après, tous les paysages sonores sont réalisés à même le pont des navires ou les ports ou les quais d'embarquement où j'étais. Donc, tout est in situ. Fait que je vais croiser les temporalités de quand j'étais sur les navires versus quand on est en train de travailler disons plus au niveau mise en scène avec l'appareil, mais avec les mêmes collaborateurs. Donc, les voix vont entrecroiser des temporalités justement pour illustrer où circule la connaissance, comment elle arrive après jusqu'au spectateur. J'ai une question en lien avec la temporalité, parce qu'on a parlé d'œuvres permanentes, d'institutions, d'infrastructures, puis là, tu arrives avec un projet qui va être ponctuel, événementiel, qui va se déplacer. Qu'est-ce que cette temporalité-là peut amener que le permanent ne pourrait pas amener, par exemple? Une évolution continue du projet. Les connaissances scientifiques, souvent, on va penser que des données sont fixes, alors que c'est pas vrai du tout. La connaissance scientifique, elle évolue à vitesse grand V. La technologie sur les navires, les façons de naviguer sur le Saint-Laurent, tout évolue. Fait que les arts vivants vont permettre justement de suivre cette évolution-là. Puis le fait de présenter le projet à l'aube, alors qu'il va y avoir je sais pas combien d'oiseaux, ou en fin de soirée avec le coucher, toute la puissance de cet écosystème-là va se raconter également. Fait que les temporalités à la minute près vont jouer comme sur l'évolution au fil des années. Merci Geneviève. Merci. Bien, en fait, on va se diriger vraiment au bout du parc René-Lévesque, au plus loin où on peut aller pour nous entretenir avec Anouk Bélanger de pratiques qui découlent un autre type de culture, un autre genre de culture. Donc, on quitte le monde des arts pour parler de la culture du surf, en fait. Bon, on y va avec Anouk. Bonjour Anouk. Ah, oui. Donc, pour te présenter en quelques mots, tu es professeur à la Faculté de communication de l'UQAM. Et tu t'intéresses aux transformations culturelles de la ville, notamment les cultures populaires dans la ville de Montréal et les effets des transformations sur ces dernières. Et tu as travaillé sur la marchandisation des mémoires populaires dans le cadre de la promotion du Centre Bell et du quartier des spectacles et à la place faite aux artistes et aux résidents dans le développement du quartier techno-créatif du Myland. Alors, aujourd'hui, on explore la question de la culture du surf. Avec toi, c'est une question que tu suis depuis quand même un bon bout de temps. Quelles sont les traces ou encore les signes que tu as observés au cours des dernières années qui suggèrent l'émergence d'une culture du surf à Montréal? Mais mon premier contact avec la culture du surf, là, c'est à peu près en 2015. J'étais à peu près en face des Habitats 67. Je me promenais à vélo. J'avais pris une petite pause. C'était l'été. J'avais vraiment chaud. Et je vois passer devant moi 3 jeunes au look vraiment californien, là, tu sais, torse nu, cheveux blonds, à vélo, avec une planche de surf sous le bras. Puis là, pour moi, c'était un moment charnière parce que je n'arrivais pas à mentaliser ces images-là qui appartiennent pas au Montréal que je connais. Pourtant, j'ai vécu toute ma vie à Montréal. J'arrivais pas à mentaliser ça. Puis il m'est venu en tête, c'est ce que je disais à Audrey, la chanson de Robert Charlebois qui écrit à l'explorateur Jacques Cartier, puis qui dit Cartier, Cartier, si tu avais voyagé à l'envers de l'hiver, on aurait des cocotiers sur le bord de la rue Sherbrooke, puis des bananiers sur le Mont-Royal, des palmiers sur la rue Sainte-Catherine. J'avais ça en tête parce que il y avait comme un clash d'imaginaire. Pour moi, Montréal, c'est une ville surtout nordique. C'est une ville, oui, dont la culture et la vie publique est parsemée ou occupée par beaucoup de pratiques sportives. Mais le surf, tu vois, j'arrivais pas à mentaliser. Fait que je me suis mis à suivre les traces. Puis je me suis rendu compte d'une chose. Il y a des traces d'abord naturelles. Il fallait, pour qu'il y ait du surf ou des sports de rivière ou d'eau vive à Montréal, il fallait que le fleuve nous donne les vagues. Tu sais, le surf de rivière existe parce qu'il y a des vagues permanentes à Montréal. Il y a la vague à Guy qu'on connaît dans le parc des Rapides à La Salle. Puis il y a 2 vagues près d'Habitat 67, la Main et la Shore, qui sont des vagues de 1 à 2 mètres à peu près, puis en fait qui sont alimentés par... c'est le relief rocheux du fond du fleuve sur lequel l'eau vient se frapper, puis ça fait comme des petits rapides, mais ça fait un roulis de vagues qui est régulier, comme on aurait dans des centres intérieurs
de surf. Donc, c'est une vague qu'on appelle éternelle ou permanente et donc on peut faire du surf là-dessus. Donc, il fallait qu'il y ait dans le paysage ces traces-là, si on peut dire, là. Et puis, ça prenait un explorateur comme Jacques Cartier, mais celui-là s'appelle Curran Edison, qui est en fait un kayakiste champion international qui, sur le fleuve, avait repéré les vagues, puis à un moment donné, en 2002, en tout cas, la petite mythologie du surf de rivière à Montréal dit en 2002, Curran Edison a troqué son kayak pour une planche de surf et s'est mis à pratiquer les vagues proches d'Habitat 67. Et donc d'un adepte à l'autre, ben, il y a des traces humaines et matérielles qui se sont ajoutées à ça parce qu'il y a, ça prend des planches de surf, ça prend des accès au fleuve, donc il y a des sentiers qui se créent, il y a des berges qui sont pratiquées, où il y a un peu d'érosion qui se crée aussi, il y a des cafés qui s'ouvrent, il y a des ateliers de surf, il y a des petites entreprises qui font de la formation. Puis donc, ben, rendu là, en 2015, 2017, 2018, il y a Red Bull qui, sur son site, tag Montréal comme une ville de surf. Il y a Montréal qui veut peut-être construire des vagues artificielles parce que on voudrait accueillir la Coupe du monde de surf des rivières. Il y a le magazine international de surf des rivières. Bref, là, il y a des traces matérielles, puis voire même commerciales qui s'installent par-dessus, ce qui était au départ des traces naturelles du paysage. Puis, comment est-ce qu'on pourrait... Là, on a nommé des facteurs, justement, là, matériels, etc., mais quelles hypothèses que tu peux faire par rapport à l'émergence de cette culture-là à Montréal, qui, a priori, n'a rien à voir avec le climat californien que tu évoquais au départ, là? Bien, il y a plusieurs éléments de contexte, je pense, qui servent à comprendre ça. Il y a la ville depuis, on pourrait dire depuis toujours, mais de manière plus organisée et plus systématique. La ville, les 20 dernières années, est le lieu de beaucoup de pratiques sportives qu'on appelle des fois extrêmes ou émergentes, où on leur donne plein de noms pour dire c'est pas des sports traditionnels. Donc, le parcours, le base jumping, le skateboard, des trucs comme ça. Donc, on pratique l'architecture puis le paysage urbain, celui fabriqué, celui naturel, pour faire toutes sortes d'acrobaties. Excuse-moi le lien facile avec l'intervenante d'avant, mais pour pratiquer le paysage, pour pratiquer l'espace, mais aussi pour pratiquer une activité sportive. Donc, la ville est mobilisée de plus en plus pour faire ça. Montréal, comme d'autres villes. Puis, je pense, un autre élément de contexte à Montréal où depuis, c'est en 2017 et 2018, le gouvernement du Québec, mais donc, a demandé à toutes les régions de faire des consultations publiques pour revaloriser puis bonifier l'occupation des loisirs, des espaces verts, des parcs, etc. Et donc, à Montréal, on a fait une consultation publique. Une des priorités qui ressortait des consultations publiques, c'est donner accès à l'eau, donner accès aux berges, rendre accessibles toutes sortes d'embarcations. Puis là, la Ville de Montréal, les différents organismes et différentes petites entreprises ont commencé à louer des embarcations sur toutes sortes de plans d'eau, à développer la planche sup, le kayak, l'aviron, on l'a nommé tout à l'heure. À la Chine, ça fait partie, les clubs de voile, l'aviron, ça fait partie de la vie de la ville de manière beaucoup plus régulière que si on se déplace vers le centre-ville ou même Rivière-des-Prairies ou même Pointe-aux-Trembles. Mais donc, cette moitié-là de l'île est vraiment en train de se réveiller, si on peut dire, aux berges et à l'eau. Ce qu'on peut faire sur les bords de l'eau, ce qu'on peut faire sur l'eau, ce qu'on peut faire voire même dans l'eau. Puis, dans quelle mesure la culture du surf, d'après toi, peut nous aider à renouveler notre regard sur le fleuve et à nous l'approprier? Bien, ce qui est intéressant avec tous les sports d'eau vive, dont le surf, c'est que quand tu es sur l'eau, ça donne un autre plan de vue, d'abord de la ville, complètement. Ça, c'est fascinant. Ça te donne un autre skyline, ça te donne d'autres points de vue, tu te vois apparaître. Donc, il y a quelque chose d'une redécouverte de la ville qui est intéressante, mais d'une découverte de la ville comme île, donc en lien avec l'eau. Donc, tu ne peux plus comprendre Montréal en dehors de son lien avec l'eau, quand tu es sur l'eau. Ça, c'est vraiment intéressant. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est que quand tu es sur ou dans l'eau, bien, ce que ça fait, c'est que tu es forcément obligé de connaître un aspect pas juste le rapport à l'eau, mais une connaissance de l'eau et du fleuve, parce que ça peut être
dangereux parce que tu côtoies des personnes, des reliefs, des objets, toutes sortes d'affaires. Donc, il y a une connaissance de l'eau qui devient nécessaire. Et ça, nous disent tous les sportifs d'eau vive, mais comme ceux qui sont au sein des organismes qui œuvrent sur les berges et dans l'eau, c'est que ça amène une sensibilisation aussi à la nature, à la protection des berges. On a vu depuis 2015 l'Association des kayakistes, par exemple, du Québec, qui sont venus faire des manifestations à partir de l'eau pour qu'il y ait moins de déversement. Donc, il y a vraiment un lien avec les sports d'eau vive, dont le surf et la protection des berges. Il y a eu, par exemple, il y a 2 ans, on a aménagé des espaces pour que les surfeurs et surfeuses puissent pratiquer ce sport-là à différents endroits, mais en minimisant l'érosion des berges à la vague à Guy, par exemple. Je pense qu'en 2018, les surfeurs avaient eux-mêmes fait une espèce de petit pont de bois qui se détruisait, puis les berges étaient en train de s'éroder. Donc là, on a développé, la ville encore, donner accès parce que ça prend des sentiers, ça prend une certaine... Tu sais, tout est question de connaissance, sensibilisation, mais sécurité aussi, dans ce cas-ci. Donc, ça amène cette connaissance-là de l'eau comme telle, des berges, mais aussi de Montréal comme ville insulaire, comme île, en fait, qu'on oublie. Parce que, comme on l'a dit, la première intervention nous l'a dit, c'est qu'on peut passer sa vie sur Montréal en tournant le dos au fleuve et en oubliant que l'eau n'est pas juste là pour transporter des marchandises, en fait. Elle est là aussi pour nous transporter de beaucoup d'autres façons à travers tous les récits, puis les œuvres, les créations, puis les imaginaires qu'on a mentionnés tout à l'heure. Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant. Puis ça se fait par des œuvres d'art, mais ça se fait aussi par d'autres usages plus populaires, voire même sportifs du fleuve, comme le surf. Je conclurai là-dessus. C'était vraiment parfait. Est-ce qu'on a des questions pour Anouk ou des commentaires? Moi, je me disais aussi, il me semble qu'au début, c'était même illégal d'aller faire le surf. C'était une question de Habitat 67 qui ne donnait pas l'accès. En tout cas, il y avait quelque chose aussi d'un peu wild puis un peu illégal. Que là, maintenant, ça s'est, comment dire, d'une certaine manière gentrifié puis démocratisé, là. Ben oui, complètement. Parce que jusqu'en 2015, c'était pas mal underground. Puis l'eau, ben tu as le droit d'être sur l'eau, mais en fait, il faut que tu aies accès à l'eau. Puis on n'a pas le droit de sauter ou d'arriver à l'eau de partout. Donc, c'était... tu sais, on était dans le braconnage urbain, là. Ouais, et des trucs qui sont presque illégales, relativement illicites, puis donc un peu dangereuses. Jusqu'en 2015. Ouais. Mais à partir de 2015, ça s'est un petit peu plus popularisé. Et donc, il y a eu ils ont sécurisé des accès, puis les sentiers se sont formés parce qu'à force, c'est ça qui est beau aussi avec la ville, puis les paysages naturels, c'est que à force de prendre un chemin, mais ça finit par faire un sentier qui devient une route officielle. Puis bon, ça se développe comme ça par l'usage, là. Puis le surf a fait usage de certaines berges jusqu'à 2015. Puis à partir de là, la ville a pris en charge. On a fait un usage officiel avec des sentiers pavés, puis des accès, une sécurité, etc. Bien, moi, je trouve ça fantastique ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est en train de rentrer dans la culture populaire puis aussi en train de changer certaines images d'un fleuve montréalais complètement impraticable, voire même dangereux, qui a beaucoup évolué depuis la fin des années 90. Fait que ça vient changer plein d'images qu'on a. Oui, puis on se rend compte, en fait, ils ont telle connaissance du fleuve à la hauteur, par exemple, ici de la Chine, la Salle, au Verdun, qui pourront dire il y a des tout petits spots d'eau où à cause des courants puis d'un tout petit île où on peut se baigner puis l'eau est propre, tu sais. Ils ont vraiment un œil sur les petits endroits où c'est calme et l'eau peut être claire. Puis ça, c'est complètement un autre fleuve que celui que tu viens de nommer, là. Ça, c'est vraiment fascinant. Il y a une connaissance, là, vraiment technique, puis très, très spécifique, qui est nulle part sauf dans leurs histoires. Puis le gars qui connaît la fille, qui connaît l'autre fille, qui m'a dit que là, il y a un spot, puis tu sais comment tu rentres. Puis fait que, oui, comme les cultures underground, là, tu sais comment tu rentres, puis tu sais que là, si tu mets les pieds, l'eau va être propre. Ça aussi, c'est une connaissance de la ville qui, ben moi, comme experte de la culture populaire, ça me fascine, là, j'adore ça. Ces histoires-là qui remplissent les espaces qu'on connaît, mais qu'on connaît pas tant que ça, finalement.
Il y a peut-être une chose dont on n'a pas parlé, mais qui quand même, moi, je me souviens de ça, là, de la rupture. Il y a eu une rupture par rapport au fleuve quand on s'est rendu compte que les eaux étaient tellement polluées qu'il fallait fermer beaucoup de plages publiques qu'il y avait autour de l'île de Montréal, puis qui faisait peut-être qu'on avait un rapport différent. Ça, c'est quand même quelque chose. Là, on a vraiment tourné. Ça a été un moment où on a tourné le dos. Oui, puis donc moi, j'ai grandi sur l'île de Montréal, donc pas loin des berges, puis on entendait toujours ça. Ma grand-mère m'a toujours raconté, quand il était jeune, il se baignait dans le fleuve, tu sais, à Montréal, à Longueuil. Quand il était jeune, nos ancêtres se baignaient dans le fleuve. On le sait, ça, on l'entend, tout le monde l'a entendu. Tout le monde a une histoire de quelqu'un qui a une mère ou une grand-mère qui s'est baigné dans le fleuve. Mais quand est-ce que ça a arrêté? Pourquoi on a perdu ça? Il y a un petit bout de l'histoire qui ne suit pas, là. Les années 50, 60, Les déversements. Oui. Ben, c'est le Les eaux développement. usées. Le développement industriel, oui. Oui, il y avait la deuxième idée de musée là, qu'on n'a pas vendue encore, en fait. Là. Parce qu'on parlait d'industries qui ont qui sont en lien avec le fleuve. C'est quelque chose qu'on s'est déjà évoqué avec, avec Audrey, avec Anouk, là, que aussi l'industrie brassicole qui est tributaire directement du fleuve. La Molson quitte le centre-ville. La Dawes à la Chine. Oui, Ouais, oui, la tout à Black fait. Horse. Mais avec la Molson qui quitte le centre-ville, Oui, ça aurait oui. donné un lieu Oui. d'interprétation de la Molson, de l'importance du fleuve dans le développement de Montréal aussi, là, qui aurait été intéressant à construire comme on en voit dans d'autres villes dans le monde. Mais ça sera un rêve à réaliser dans les prochaines années. 2024. Ouais. T'embarques? Ça serait cool. dans ce projet-là? Oui. Ben, on a 2 musées à faire déjà, je pense. Je voulais remercier nos 4 participantes, Lisette, Dominique, Geneviève et Anouk, pour vos points de vue éclairés et éclairants sur le fleuve. Merci aux personnes qui nous ont accompagnés et merci à Audrey pour la complicité dans la durée. C'est toujours un plaisir de participer aux événements du CRIEM. Puis, bonne écoute.